Depuis la réforme de l'accès aux études de santé en 2020, les familles sont perdues. PASS, LAS, on vous explique tout avec nos invités. Colline Tressac, vous êtes vice-présidente chargée de l'enseignement supérieur à l'Association nationale des étudiants en médecine, l'ANEMF, fameuse. Bonjour. Bonjour. Étienne Trouillet, vous êtes étudiant à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui est exactement en région parisienne, dans les Yvelines, à Montigny, c'est ça ? C'est ça, exact. Exactement. Professeur Morgane Lebras, vous êtes chargé de mission à l'université Paris-Cité. Vous avez bien suivi cette réforme des études de santé. Bonjour. Et puis Paul-Henri Wallet, journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. D'abord, pour poser le sujet, on va regarder ce sujet ensemble. PASS ou LAS, pour cette année encore, de nombreux étudiants ont dû faire un choix. Depuis 2020, 2 cursus ont remplacé la PACES, première année commune aux études de santé. Le PASS, parcours d'accès spécifique santé, et la LAS, licence accès santé. La PASS, composée d'une majeure santé et d'une mineure au choix, s'adresse aux étudiants convaincus de leur vocation pour les métiers du médical. La LAS, licence classique avec une mineure santé, permet aux étudiants qui le souhaitent d'intégrer des études médicales plus tard dans leur cursus. L'objectif de la réforme, éliminer les années perdues après une PACES ratée et permettre à davantage d'élèves d'intégrer les études de santé. Médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie. Pour cette rentrée, un peu plus de 15 000 places sont ouvertes en 2e année d'études de santé. Merci de ce sujet d'Alban Bock sur les études de santé. Alors, Paul-Henri, est-ce qu'il y a des points positifs à cette réforme ? Eh bien oui, la réforme a effectivement permis à davantage d'étudiants de rejoindre une 2e année de médecine. En 2021, lors de sa mise en place, le taux de réussite était à 25% en PASS, contre 19% en 2020, la dernière année de la PACES. Autre point positif, la réforme a limité les risques de réorientation. Désormais, les élèves qui échouent en PASS n'ont plus la possibilité de redoubler. S'ils souhaitent retenter leur chance, ils doivent rejoindre une LAS. Les élèves qui échouent en LAS, quant à eux, peuvent rester dans leur domaine de spécialité. Auparavant, nombre d'élèves devaient se réorienter complètement après 2 années en PACES. Alors, il y a un petit sujet quand même. Est-ce que les élèves de PASS, qui ont fait quand même beaucoup d'études de santé, qui ont un niveau scientifique beaucoup plus élevé, ont le même niveau une fois arrivés en 2e année de médecine par rapport à ceux qui viennent de LAS ? Bien malheureusement non, comme on pouvait s'en douter, souvent les PASS sont meilleurs que les LAS. Ainsi en 2022, le taux d'échec était à 20% pour les 2e années issues de PASS, tandis qu'il grimpait à 60% pour les LAS. De fait, les étudiants en LAS, qui viennent parfois de licences comme le droit, les sciences du langage ou l'histoire-géographie, ont un bagage souvent un peu léger pour aborder une 2e année de médecine. A l'inverse, les PASS sortent, eux, d'une préparation scientifique intensive. Et donc, ils sont souvent beaucoup mieux préparés pour aborder cette 2e année de médecine. Et pour répondre à ce problème, la Conférence nationale des doyens des facultés de médecine souhaite limiter le nombre de filières en LAS. L'objectif serait de les restreindre aux seuls enseignements scientifiques. Alors, autre sujet, rapidement, Paul-Henri, le problème des oraux. Il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet des oraux. Les élèves se plaignent. Bien oui. Par exemple, nous, au Figaro étudiant, on a recueilli le témoignage de Louis. C'est un jeune homme qui avait obtenu 15 aux écrits, mais il avait été recalé à cause d'un 6 lors d'un oral de sciences sociales. Dans cette épreuve, on lui demandait de décrire une gravure du XVIIe siècle sur la peste, un exercice qu'il avait jugé très subjectif pour ce jeune homme qui avait donc consacré son année à réviser des enseignements exclusivement scientifiques. Depuis la réforme, en effet, le tout QCM a disparu et les oraux occupent une place prépondérante dans la notation. Ceux qui ont de très bons résultats peuvent passer la barre d'admission directement, mais pour les autres, ils doivent passer par l'oral et souvent les sujets de ces entretiens ne sont pas en lien directement avec ce qu'ils ont pu étudier tout au long de l'année. Pourtant, ces épreuves orales vont compter pour 40% de leur admission finale. Alors Morgane Lebras, j'aimerais vous voir réagir
à ce qu'on dit sur les réformes, donc les points positifs et les points négatifs. Alors, quel est votre avis ? Pour reprendre effectivement les données de votre collègue, je pense que ce qui était important, c'était de pouvoir vraiment revoir la poursuite d'études des étudiants qui, après 2 années de PACES, n'avaient pas de possibilité de poursuivre, et pour la majorité d'entre eux, repartaient sur l'enseignement Parcoursup, on va dire, pour repartir sur une première année universitaire. On parlait à l'époque de gâchis humain, je me souviens. Voilà, alors qu'on a fait affaire à des étudiants, et que ce soit pour les étudiants de PASS ou des étudiants de LAS, des étudiants qui sont vraiment dédiés à leurs études et qui sont vraiment de bonne qualité, et vraiment engagés. Est-ce que la réforme a arrangé, du coup, est-ce que ça a été une bonne chose ? Oui, parce que maintenant le PASS, par exemple, est une première année universitaire classique, si je puis dire, c'est-à-dire que vous la validez à 10 sur 20, donc vous êtes titulaire d'une première année universitaire, et donc vous pouvez poursuivre, même si vous ne pouvez pas accéder peut-être à la filière santé de votre choix. On mentionne la filière médecine, mais on est bien d'accord que quand on parle de toutes ces voies-là, on parle des différentes filières. Donc là, un étudiant en PASS peut être amené à être admis en filière pharmacie, médecine ou maïeutique, et s'il souhaitait par exemple odontologie et qu'il ne l'a pas, il peut poursuivre en licence 2, pourvu qu'il ait obtenu le minimum requis de 10 sur 20. Alors, Colline Tressac, quand même, le sujet, c'est de se dire, quand même, c'est assez lunaire quand on y pense, c'est de se dire qu'on va étudier, on va faire une licence de breton ou de droit, et pour devenir médecin. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu bizarre ? C'est vrai que, à premier abord, ça paraît bizarre, mais l'objectif de la réforme, justement, c'était de diversifier les profils étudiants. Et à travers ces licences autres, qu'on appelle souvent mineures ou majeures disciplinaires, on peut intégrer de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui pourraient potentiellement servir par la suite. Nous, ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que cet apprentissage supplémentaire en première année ne soit pas poursuivi une fois l'admission en études de santé, que ce soit dans les 4 filières médecine, odontologie, pharmacie ou maïeutique, et qu'en fait, là, il y aurait potentiellement, par exemple, des UE optionnels qui permettraient de continuer l'enseignement de première année, et pour vraiment que ça ait un impact sur la suite et pas se limiter à juste la première année. Oui, mais on parle quand même d'un taux d'échec qui est beaucoup plus important en LAS par rapport au PASS. Alors moi, je pense très clairement que, les étudiants, pensons, c'est notre avis à NEMF, en fait, le taux d'échec était véridique la première année. Il y a eu des chiffres. À partir de la deuxième année, ça s'est régulé. Nous, pour le coup, cette différence est due beaucoup au manque de communication, manque d'accompagnement des LAS, qui ne sont pas assez soutenus, qui ne sont pas assez prises en compte dans cette réforme, et qui sont parfois trop abandonnés par leurs UFR hors santé. Étienne, vous avez finalement fait partie des premiers étudiants à faire partie de cette réforme, à essuyer les plâtres, comme on dit. Comment ça s'est passé ? Moi, j'ai effectué une première, une passe option droit. Alors, il paraît qu'on dit un passe. Un passe, c'est vrai. Je fais souvent l'erreur, c'est un parcours. Les étudiants disent une passe, c'est ça ? Oui, mais c'est un pass, c'est vrai. Donc, j'ai fait un pass option droit, et si on peut reprendre tout à l'heure ce qu'on a dit sur la mineure, j'ai l'impression d'avoir étudié le droit pendant une année aussi, mais d'avoir tout perdu, et c'est un enseignement qui ne m'a pas servi à grand-chose finalement. Mais vous, comme vous étiez en option, vous étiez en passe, oui. Du coup, le droit, c'était quand même une mineure. C'était une mineure, c'est pas comme ceux qui étaient en LAS, où eux, ils font beaucoup de droits. Si je ne faisais pas partie, nous, c'était, on était 140, normalement, la promo devait être 140. Donc les 70 premiers passent direct, et les 70 autres passent l'oral en compétition avec une sélection d'étudiants après. Moi, j'étais dans les classements, à chaque fois, j'étais jamais dans les 70 premiers, donc je m'attendais à passer l'oral. Mais l'oral, même si parfois je suis très à l'aise à l'oral, je n'étais pas sûr de réussir non plus. Donc je me suis quand même concentré aussi sur le droit pour ne pas finir bredouille à la fin de l'année. Alors vous êtes tombé sur quoi à l'oral ? Parce que Paul-Henri racontait que c'était une gravure du 17e sur la peste. Alors est-ce que vous êtes tombé sur quelque chose de ce genre-là ? On avait deux sujets. On avait une analyse de texte et un jeu avec des comédiens. C'était un texte sur quoi ? Alors le texte, c'était comment les médias peuvent-ils maintenir la paix civile ? Autant vous dire que ça n'a rien à voir avec la médecine. Et je me suis carrément retrouvé à parler de la Russie et de la Chine en plein oral. On parlait de géopolitique. Alors forcément, moi, ça m'intéresse, donc j'étais quand même à l'aise sur le sujet. Mais j'ai une amie, elle, qui a eu le même sujet le même jour que moi, pas du tout à l'aise là-dessus, elle a complètement loupé les oraux.
Elle était 71e, donc à une place, elle passait directement. Elle s'est retrouvée aux euros, et comme elle a complètement loupé, elle était déclassée. Ah bah oui. Donc, C'est- il y a quand On même a quelque chose qui beaucoup de vaut pas- témoignages au Figaro qui ne va étudiant pas, chaque parce que année sur ce elle sujet. avait une moyenne extrêmement élevée, qui aurait permis de passer directement à une place près. Et là, sur un sujet qui n'a rien à voir avec les études de médecine, elle s'est fait déclasser. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Alors, je sais pas, je demande à tout le monde. Est-ce que vous pensez Non. que c'est normal d'être jugé sur une analyse de texte qui n'a rien à voir avec les études de santé, une analyse de gravure? Alors là, c'était sur la peste, un peu de rapport avec le... Enfin, il n'y a plus beaucoup de peste en France. Est-ce que c'est ça qui fait un bon médecin aujourd'hui? Alors c'est toute la subtilité aussi de cette réforme et de cette mise en œuvre. Là, il faut bien distinguer admissibilité sur des critères écrits et admission sur des critères donc post-oraux ou alors... donc là, on a affaire à une population d'étudiants qui est admissible aux épreuves orales, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Certains n'ont pas les notes requises aux écrits pour pouvoir accéder aux filières orales. Et ensuite, c'est le propre de la réforme, c'est de pouvoir aussi permettre à des étudiants de se révéler différemment sur des compétences et non pas sur des connaissances. Après, ça soulève la question de l'accès à ces épreuves orales, et c'est ce que vous mentionniez par rapport à la conférence des doyens de médecine, me semble-t-il, qui pourrait ouvrir les oraux à toutes et tous. Ça, c'est parce qu'on voit des vraies choses aussi. Les doyens de médecine demandent en fait à ce que ces oraux soient passés par tous les étudiants et pas uniquement ceux qui sont en dessous de la barre des 70. Il y a aussi une autre chose qui est demandée par les doyens de médecine. Ils aimeraient limiter les LAS. Ils trouvent que finalement, ces étudiants qui sont en LAS de droit, d'occitan, je ne sais pas ce qu'on a vu, des LAS bretons ou droit, finalement des matières qui n'ont absolument rien de scientifique, n'aident pas les étudiants à réussir leurs études par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, pour la diversification des profils, nous, on avait mené avec plusieurs établissements une expérimentation qui s'appelait AlterPasses et qui permettait à des étudiants de niveau licence 3, de divers... Troisième année de licence, tout à fait, de pouvoir, en complément d'une formation minimaliste, si je puis dire, en santé, apporter aussi et présenter une candidature en santé. Et ça, c'était des étudiants, en fait, qui avaient une maturité au bout de 3 années de licence et qui a vraiment un apport, je les ai eus, moi, en l'occurrence, dans mes cours, assez intéressant et une hauteur de vue qu'on aimerait retrouver aussi dans les LAS. Là, la particularité des LAS, c'est qu'on est sur un accès en filière de santé dès le niveau L1 ou L2 ou L3. Niveau L1, on ne va pas beaucoup diversifier les étudiants en ayant fait une année de psycho et d'arriver en accès santé. C'est à la marge différents d'un PASS. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi retravailler ça dans le temps. Et je pense qu'il y a des parcours étudiants qui se construisent. Les familles, les élèves commencent à comprendre et à pouvoir se déterminer dans le temps. Et l'avantage des LAS, c'est quand même de pouvoir, entre un plan A et un plan B, la santé et peut-être autre chose, construire son parcours dans le temps, puisque une inscription en licence accès santé ne vaut pas forcément candidature en santé, ce qui est différent du PASS. Alors il y a une chose qui ne change pas, les années passent, mais ça ne change pas, c'est le succès des prépas, n'est-ce pas Paul-Henri? Des prépas privés. Oui, effectivement, de ce point de vue, la réforme n'a pas changé grand-chose. Et pour cause, les études de médecine restent très sélectives. Aujourd'hui, près de 75% des étudiants en PASS suivent en parallèle une prépa pour réussir le concours. À la rentrée 2023, il y a plusieurs associations d'étudiants qui ont publié un rapport commun et elles accusent les prépas d'induire une inégalité dans la réussite des concours. En fait, les tarifs de ces prépas sont souvent très chers. En moyenne, ils varient entre 4 000 et 10 000 euros l'année. Donc ces prépas proposent plusieurs formations, donc certaines commencent dès l'année de terminale. On leur reproche aussi de prendre la place du tutorat, donc ce dernier dispositif qui est organisé par les universités. Et donc là, en fait, c'est des étudiants bénévoles de 2e et de 3e année qui vont suivre individuellement les étudiants qui préparent le concours. Est-ce que ces prépas sont efficaces ? En fait, si elles sont aussi plébiscitées, c'est bien parce que, effectivement, elles semblent tenir leurs promesses. Au Figaro étudiant, nous avons contacté un certain nombre d'élèves qui sont passés par ces formations et la majorité sont satisfaits. Les jeunes parlent d'un investissement qui est utile et nécessaire pour réussir leurs études. Et les prépas, en effet, leur permettent surtout de gagner du temps. Leur fournissent les fiches, les polycopiés qui leur permettront derrière
de pouvoir réussir. Et souvent, ces étudiants ne vont même pas à la fac. En fait, ils n'assistent pas aux cours magistraux. Ils bénéficient aussi d'un suivi individualisé et d'examens blancs qui sont corrigés par des enseignants spécialistes. Par exemple, on avait interrogé Lola, 20 ans, qui avait réussi son passe pour rentrer en kinésithérapie. Et elle nous confiait que sans la prépa, pour elle, avoir un bon classement, ça lui aurait semblé quasiment impossible. Et elle ajoute que dans son école, quasiment tous les élèves qui sont issus de PASS ont suivi une prépa pour réussir le concours. Étienne, est-ce que vous êtes passé par une prépa privée? Vous pouvez le dire, Très sincèrement, ça restera entre nous. Je suis le cliché même de ce qu'il a dit. Je ne suis pas allé en cours, j'ai suivi que les cours de la prépa parce que c'était tout donné, et voilà. Mais dès la terminale, Non. parce que je trouve qu'il y a une Non, moi, petite j'ai pas nouveauté. Vraiment, il y a des j'ai stages certains qui amis sont qui ont pris proposés. dès la terminale. Moi, c'était dès la première année d'accès D'accord. aux études de santé. Mais après coup, en fait, je le regrette un peu. Moi, je l'ai pris parce qu'il y avait un manque d'informations. Le lycée m'en parlait pas. Enfin, on n'avait pas vraiment d'informations sur ce qu'étaient les études de santé. Sur Parcoursup, il n'y avait pas plus d'informations que ça sur les tutorats. Donc, mes amis prenaient une prépa. J'ai demandé à mes parents, ils m'ont dit qu'ils pouvaient payer. Alors, j'ai pris aussi la prépa. Mais après coup, je me rends compte qu'on a un tutorat qui est d'une efficacité remarquable. On fait, nous aussi, nos fiches de cours dans notre propre tuto, comme le font les prépas. On fait des Il y en a QCM. qui cumulent les deux, finalement, qui prennent la prépa Oui, privée et puis qui prennent le J'ai tutorat. fait les deux, du coup. J'allais faire les entraînements, parce qu'à la fois, j'avais l'entraînement blanc de la prépa, mais l'entraînement blanc aussi du tutorat, qui parfois est même plus intéressant, parce que là, comme c'est les étudiants qui le font, ils vont mettre les points sur lesquels eux tombaient au concours, ou alors ils avaient du mal à retenir. Donc voilà, après coup, je me rends compte que j'aurais pu réussir cette première année. Ouais, c'est ce qu'on dit d'accès aux après. études de santé. Enfin, Non, sincèrement, quand je regarde tout ce qu'on fait, et la dernière fois, j'ai une personne au téléphone qui était intéressée pour faire une première année à l'UVSQ. Elle m'a dit, moi, je n'ai pas la possibilité de payer la prépa. Est-ce que le tutorat suffit? Et je lui dis très sincèrement, oui. Alors, après coup, moi, si j'avais été informé de ça, je serais resté sur le tutorat et peut-être que ce ne serait pas passé, mais sincèrement, la connaissance est la même. La méthode d'apprentissage n'est peut-être pas exactement pareille, mais les informations sont les mêmes. Il y a je des trouve QCM blancs, il y a quelque des chose d'assez entraînements. choquant, c'est de voir que les étudiants ne vont même plus en cours. Ça, je l'ai entendu. J'ai encore vu un parent qui m'a appelé, qui m'a dit bah non, en effet, il n'allait pas en cours. Il allait que dans la prépa, où on vraiment lui mâchait le travail, etc. Est-ce que ça vous choque, Colline, de voir le succès? Finalement, la réforme n'a pas changé cet état de fait, que les étudiants sont toujours aussi nombreux à aller dans ces prépas privées. Oui, mais c'est quelque chose qui nous désole tous. Hein. Enfin, c'est catastrophique pour l'égalité des chances, notamment. Et en fait, il faut bien comprendre que c'est pas parce que c'est payant que c'est mieux. Et on a bien vu avec les chiffres cette année dont vous parliez tout à l'heure, on est à 5 440 € d'écart entre quelqu'un qui part en prépa en première année et quelqu'un qui va uniquement au tuto. C'est un coût phénoménal. Non, mais moi, j'ai des tarifs. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il avait payé entre les stages en terminale et la prépa privée, il en était à 8 000 €. Oui, ça, c'est une moyenne. 5 400, c'est à peu près la moyenne. Mais ça en peut, France. en région Mais parisienne, ça peut monter plus. très haut. Hein. On peut arriver jusqu'à des 8 000, 9 000. Ouais, 8 000, 9 Et 000. c'est énorme. Et en fait, les tutorats proposent souvent les mêmes services. Les tutorats sont très développés. Et l'avantage qu'on a en plus, je dis on parce que mais devant je fais le partie stress, du réseau désolé, tutorat. on se dit on n'a qu'une chance parce qu'on ne peut plus redoubler aujourd'hui. Donc, Oui, mais en fait, les tutos travaillent avec les professeurs des universités, ont les contenus qui sont corrigés par les profs des universités. Souvent, quand ils font des entraînements, c'est revu par les professeurs. En fait, il y a vraiment un accompagnement de l'université et des professeurs qui vont rédiger les partiels ensuite, qui participent en fait à la vie du tutorat, ce qui n'est pas le cas en prépa. Et en fait, c'est pas... Enfin, nous trouvons qu'en tout cas... C'est pas un avantage. Oui, parce que c'est quand même injuste. Je vois, par exemple, je compare avec les écoles de commerce. Les écoles de commerce, les banques peuvent vous prêter. Si vous rentrez en école de commerce, on va vous faire un prêt assez facilement, finalement. Mais là, une banque ne va jamais vous prêter d'argent pour aller en prépa, parce qu'elle n'est pas sûre de votre entrée en deuxième année, si je puis dire, de votre réussite au concours. Donc là, il faut que les parents mettent la main à la poche. Et même si les études gratuites sont gratuites par la suite, c'est quand même c'est pas accessible à tout le monde. C'est très compliqué, et d'autant plus que souvent quand on rentre en première année, on n'est pas forcément majeur. Tous les gens qui sont nés après septembre n'ont pas forcément 18 ans et les prêts étudiants ne sont pas accordés à des mineurs. Donc en fait, ça limite déjà une certaine partie des étudiants, et si les parents derrière n'ont pas
n'ont pas les moyens pour financer, on se retrouve dans des situations compliquées. Et du coup, c'est dommage parce que ça aurait fait des super bons praticiens, des très bons étudiants et qui se retrouvent un peu démunis face à la concurrence, quoi. J'ai une question sur les études à l'étranger, parce que c'est un fait, de plus en plus d'étudiants partent en Belgique, mais je le vois aussi en Estonie, en Roumanie, en Espagne, en Italie. Que pensez-vous de ce phénomène ? Je pense que tout comme les prépas, en fait, il y a aussi une sorte, comment dirais-je, certaines en tout cas, ou officines privées ou universités étrangères, surfent un peu sur le stress, l'angoisse, la garantie ou le manque de garantie de pouvoir accéder comme on le souhaite à une filière de santé en général pour laquelle on se prépare depuis longtemps. Alors vous mentionnez qu'on n'a plus de seconde chance et qu'il faut absolument tout mettre de son côté pour pouvoir y arriver. Non, on a toujours 2 possibilités d'accéder en filière de santé au cours du premier cycle universitaire, donc pendant les 3 premières années d'université. Donc oui, on peut imaginer faire un On ne peut pas redoubler, mais disons qu'on peut retenter sa chance. On peut retenter sa chance. Et alors, il est vrai que, comme tout parent, on veut le maximum pour nos enfants. Après, les accompagner par des officines privées, on se dit qu'on les accompagne, mais une fois de plus, on a des situations ubuesques où, comme vous le disiez, les étudiants ne viennent pas en amphi, ne viennent pas en TD, qui sont des moments précieux d'échange avec les enseignants en petits groupes, à 35, 40 en TD. Et donc, vous pouvez, comme dans prépa, avoir un enseignant qualifié en face, qui répond à vos questions, qui reprend des notions de cours. Et bien évidemment, comme tu mentionnais, le lien entre les tuteurs et puis les enseignants. Donc le lien avec l'étranger, je comprends, il y a des situations individuelles qui sont anxiogènes, mais l'université... Je vois beaucoup pour les études de kiné, les études de vétérinaire, on voit beaucoup pour les études de... Alors parfois il y a des arnaques aussi, hein. On l'a vu récemment avec des étudiants qui s'étaient fait arnaquer par une fausse université, mais en tout cas il y a un vrai phénomène d'étudiants. Alors au début c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la Belgique, mais vu qu'on peut... maintenant ça s'est diffusé dans beaucoup de pays, dans toute l'Europe, puisque les diplômes sont valables, C'est ce que j'allais mettre en... Alors, quelle est la validité d'un diplôme obtenu en Roumanie, par exemple ? Ça dépend des établissements universitaires, hein, mais il est excessivement difficile de revenir à un niveau d'études équivalent quand une fois validé votre diplôme à l'étranger, de pouvoir revenir. Moi, mes voisins, ma voisine est dentiste, elle est roumaine, elle est venue après ses études en France, donc elle est. Oui, mais elle a dû passer probablement des équivalences pour pouvoir exercer. Donc c'est loin d'être évident en tout cas. Et beaucoup d'étudiants, enfin ça c'est vraiment pour notre filière à nous, mais beaucoup d'étudiants font le choix, qui étaient à l'étranger avant, font le choix de venir passer le concours du 2e cycle en France. C'est-à-dire l'internat en fait, ce qu'on appelait avant l'internat. Les EDN du coup à partir de cette année. Ouais. Et ils se retrouvent beaucoup coincés par des soucis de papier, des formulations de phrases qui ne collent pas, des temporalités qui s'enchaînent pas correctement. Et ces étudiants, du coup, qui sont bloqués pour venir faire leur internat en France après. Donc, c'est pas si simple que ça. Et voilà, il y a des équivalences. Et ils réussissent pas forcément, ils n'ont pas forcément le niveau, ou certains réussissent quand même. Réussissent quand même. Après, ça, c'est très personne dépendante et on peut pas parce qu'on part à l'étranger qu'on a forcément un moins bon niveau que quelqu'un qui l'aurait fait en France. Oui, il y a beaucoup de médecins étrangers qui exercent en France, donc ils ne sont pas forcément tous mauvais quand même. Ah non. Mais voilà, ça crée des soucis administratifs, en tout cas, quand ils décident de revenir après faire leur internat en France. Ça, c'est ce qu'on voit, nous, au quotidien, avec des demandes étudiantes. Mais il faut distinguer, je pense, les diplômés dans les pays d'étudiants en cours de diplomation. Oui. Et la difficulté, c'est ça, c'est d'arrêter à un moment ses études dans le pays que vous mentionnez. Oui, il vaut mieux qu'on termine ses études, par exemple, en Roumanie, plutôt que d'interrompre, de venir passer l'internat en France et de ne pas forcément réussir parce que le vocabulaire n'est pas le même et on peut être en difficulté, c'est ça ? Est-ce que vous avez des amis, vous, qui ont fait le choix de partir à l'étranger Moi, de mes amis que j'avais proches en passe, soit ils sont passés directement comme moi, soit ils sont repris la LAS, puis ils sont aujourd'hui revenus dans les études de santé. J'ai personne à ma connaissance qui est parti à l'étranger. Mais ce serait mentir de dire qu'on n'y a pas réfléchi au moins une fois pendant notre première année. Dans les moments sombres, on faisait nos QCM, on ne trouvait pas la réponse, forcément. Avec le stress qui est tel, on y pense. Et vous envisagez quel pays, par exemple ?
L'Espagne peut-être. Beaucoup en Espagne. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Il Mais y a eu une époque Belgique, je me souviens, tout le monde allait en Belgique, mais je crois qu'en Belgique, il y a maintenant des quotas. Donc, c'est plus aussi simple qu'avant. Et l'Espagne est. Mais en Espagne, c'est très cher, par contre. J'y ai pensé, mais je me suis dit que si je ne réussissais pas la première année de médecine, la première année d'accès aux études de santé, et moi je visais médecine, ce qui m'intéressait à côté, c'était le droit. C'est pour ça que j'ai pris la mineure droit. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai tout misé sur le droit et que je n'ai pas vraiment réfléchi à d'autres pays ou d'autres filières. Voilà. Je voudrais rebondir, parce que tu mentionnes les licences, et par rapport à vos chiffres, les taux de réussite en accès santé à partir d'une licence accès santé sont bien meilleurs que les taux de réussite à partir de PASS. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas, à ce stade en tout cas, le même nombre de candidats sur la ligne de départ. En PASS, tous les étudiants inscrits en PASS vont être des candidats à l'accès santé à la fin de l'année, pourvu qu'ils valident. En LAS, eh bien, tous les étudiants de la licence chimie accès santé ne sont pas forcément candidats, ils peuvent chercher à progresser au cours de leur cursus. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce point-là à prendre en considération. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt sur le Figaro TV.